Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Alors aujourd'hui on enregistre le mardi 28 novembre et comme chaque jeudi, mais c'est le mardi, je suis avec Charles Gave. Bonjour voilà. Charles. Donc j'ai rien compris, mais enfin je suis là. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors aujourd'hui, évidemment, nous allons reparler un petit peu de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à Crépol et enfin surtout des rebondissements qu'il y a eu depuis la dernière fois que nous avons enregistré. Mais d'abord, je voudrais parler de cette nouvelle intelligence artificielle que Elon Musk va sortir. Là, alors ça devrait sortir cette semaine normalement. Qui est en fait un concurrent direct à ChatGPT. C'est vraiment un fonctionnement très similaire, mais qui vous donne pas exactement les mêmes réponses. C'est-à-dire que comme on sait, on en avait parlé quand c'était sorti, ChatGPT, donc création de la société OpenAI, avait créé un certain séisme quand même, se montrant capable de participer à une discussion, d'écrire un essai, voire même à faire du codage si vous lui demandiez bien, et qu'on lui expliquait correctement ce qu'on voulait qu'il fasse. Mais après, il y avait certaines choses qu'il ne voulait pas faire. Par exemple, si vous lui demandiez de faire une blague sur les femmes, ou sur les Noirs, ou sur les Latinos, ça se passait pas très bien. Ou sur Biden, voilà. Sur Trump, vous pouviez. Sur Trump, vous pouviez vous moquer des Blancs, des hommes, etc. Bon, on a envie de dire, là encore, certes, l'IA n'est pas neutre. Non, mais ça veut dire qu'on l'avait programmé pour qu'il pense bien. C'est ça. Un peu agaçant. C'est une IA qui, en fait, n'est pas du tout au maximum de sa capacité, puisqu'elle est volontairement limitée par son créateur, bridée, pour être en fait politiquement correcte. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, certaines informations que l'IA vous donnerait si n'avait pas été bridé par son créateur. Par exemple, si on prend un sujet très politiquement incorrect en France, si on prend les statistiques ethniques par rapport à la criminalité, ce genre de choses, qui est beaucoup moins tabou aux États-Unis d'ailleurs, mais qui est très tabou chez nous, vous le demandiez en fait à ChatGPT, il vous disait, alors non seulement il vous les donnait pas, mais en plus il vous donnait une petite leçon de morale pour vous dire que bon voilà, fallait quand même être conscient des inégalités sociales, etc., et que peut-être que ce que vous demandiez était quand même très raciste ou en tout cas très problématique. Et en fait, c'est là où Elon Musk apporte quelque chose d'assez nouveau avec Grok, qui est donc le nom de son application, enfin de son intelligence artificielle. C'est que en fait, c'est une intelligence artificielle qui n'est pas bridée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas. Ça va pas être triste, non ? Elle n'est pas bridée dans le sens conservateur, elle est pas bridée dans le sens inverse de ChatGPT, elle est juste pas bridée du tout. Elle est pas du tout limitée, c'est-à-dire que alors il y a forcément une banque de données qui est différente de celle d'OpenAI, et d'ailleurs il va se servir de Twitter, enfin de X maintenant, comme d'une banque de données, d'une ressource pour son intelligence artificielle. Et donc celle-là, elle va vous répondre à vos questions, en fait, quelles qu'elles soient, même si le résultat de la réponse est très politiquement correct. En fait, juste ce qui compte pour cette intelligence artificielle, c'est la vérité, en tout cas ce qu'elle estime être la vérité en fonction des données qu'elle a pu voir, quoi. Donc je trouvais ça intéressant parce que je trouvais que ça faisait un peu un écho inverse au titre de votre livre, La vérité vous rendra libre, dans le sens où je me demande si aussi la liberté ne nous rendra pas plus vrais finalement. Ah, c'est pas faux. Non, c'est pas faux, mais moi ce que je trouve... qu'on le veuille ou non, la plupart des phénomènes... physiologiques, psychologiques, etc., ont une base darwinienne. C'est-à-dire que si vous faites une intelligence artificielle qui n'est pas bridée, vous allez avoir des résultats qui seront un peu le meilleur va gagner. C'est pas vraiment ce qu'on nous dit dans les woke. Hein. Oui, c'est sûr, c'est tout à fait contradictoire avec toute forme d'égalitarisme. C'est clair. C'est ça, c'est bien triste, ma pauvre dame.
Et peut-être ça va pouvoir trancher certains débats qui nous embêtent les uns les autres depuis un certain temps. À partir du moment où vous êtes capable de recouper toutes les informations de façon assez convenable, est-ce que l'élection américaine en 2020 a été truquée ou pas? Voilà, par exemple. C'est une question que j'aimerais bien poser, moi. Parce que je sais bien que si je l'avais posée à ChatGPT, il m'aurait dit mais rien du tout. Tandis que si on la pose à une qui n'est pas biaisée... en tout cas, ce que vous répondra cette IA, peut-être qu'elle ne vous répondra pas une réponse tranchée, mais elle vous redirigera vers des sources, vers des informations, en disant voilà, telle source estime que voilà ça s'est bien passé, telle source estime que ça a été discutable. Mais ça peut calculer des probabilités aussi. Ça peut calculer des probabilités. Donc c'est ça qui quelque part ça me fait un peu peur parce que nous sommes dans une civilisation aujourd'hui où si vous dites des choses qui heurtent les sensibilités des petites fleurs les fragiles que sont devenus nos contemporains, ils poussent des cris, ils se roulent par terre, ils font pipi partout et tout, mais si vous laissez fonctionner un instrument comme ça, vous allez vous retrouver avec des réponses qui vont être robustes. Oui, tout à fait. Qui vont être robustes. Et donc voilà, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que il me fait rigoler justement ce brave Elon Musk, parce que lui, sa caractéristique, c'est qu'il n'a pas peur des réponses robustes. Tout à fait. Et après, c'est le moins qu'on puisse dire. L'humain ne doit pas avoir peur des réponses robustes. C'est-à-dire que forcément, la réponse va être... c'est une machine, donc forcément, la réponse peut être extrêmement froide, etc. Mais ensuite, c'est à nous de mettre l'humain sur cette information. Quoi. Mais par exemple, je sais pas, je vais dire une grosse connerie, mais après tout, j'ai le droit d'en dire, je suis vieux et tout, mais si on demande à cette machine Grok, quelle est la couleur de peau de celui qui va gagner le prochain 100 mètres des Jeux Olympiques, je pense pas qu'il aura beaucoup de mal, vous voyez ce que je veux dire, si on se base sur les 40 derniers vainqueurs, en tout cas par exemple, je pense que non, mais ça paraît dur ce que je veux dire, mais il y a quand même des caractéristiques, les gars qui... Oui, je sais pas, bien sûr. Donc ça peut quelque part, et assez dangereusement, renforcer les stéréotypes. Oui. Parce que les stéréotypes, la plupart du temps, c'est ce que me disait une autre de mes filles, pas Emmanuelle, mais Pauline, elle dit c'est rigolo parce qu'elle travaille avec des tas de gens à l'étranger, d'étrangers. Elle me dit, plus je rencontre des étrangers, plus je me rends compte que les stéréotypes sur les étrangers sont parfaitement justes. C'est-à-dire que les Italiens sont comme ça, les Allemands sont comme ça, les Français sont comme ça. Et c'est rigolo, donc les stéréotypes, ça marche. Non, mais les stéréotypes ne sont pas inventés de nulle part. Il n'y a pas quelqu'un qui a décidé de dire que les Italiens, par exemple, parlaient avec les mains. Enfin, voilà. Évidemment, c'est quelque chose, c'est un constat qui part du réel et qui décrit une généralité. C'est ça non, je sais pas ce que c'est. C'est un Italien qui est mort. Enfin, bref, c'est pas très malin, enfin ça fait rien. Voilà, c'était une bête. Non, mais je veux dire par là, c'est que il y a toute une partie de notre éducation qui a essayé de nous expliquer que les hommes avaient la même force que les femmes, que les femmes avaient la même... qu'on pouvait faire jouer des genres de tennis féminin contre des genres de tennis masculin, etc. Et tout ça, ça va être battu en brèche, mais en 2 secondes, quoi. C'est même pas... Donc... je sais pas ce que ça va être donc, mais ça peut pas ne pas avoir d'influence sur ce qu'on va dire. Bien sûr. Parce que si vous dites un truc qui, à l'évidence, est complètement faux, ça va être difficile à défendre. Tout à fait, surtout que maintenant vous avez de la concurrence avec une autre machine qui, elle, vous raconte des trucs vrais, ou en tout cas des trucs sourcés. Donc oui, c'est sûr, c'est une intelligence artificielle qui est aussi un outil de travail, qui va du coup être complètement hors propagande, et on le voit, ChatGPT... Mais dont on pourra se servir pour la propagande facilement. Oui. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, par exemple, justement, vous parlez de la question de la force des hommes et des femmes. Il y avait un film, il y a quelques années, qui est sorti, The Battle of the Sexes, sur un homme qui était
un tennisman retraité qui avait accepté d'affronter la championne de tennis de l'époque. Ah oui, c'était, comment il s'appelait, Richard, je sais plus comment il s'appelait, oui. Et voilà, et en gros, il avait perdu, enfin voilà, sauf que, en fait, si on étudie les faits, le gars, il était à la retraite depuis 10 ans, et c'était un énorme fumeur, buveur, il en avait rien à faire. Il avait 60 ans et il jouait contre une fille de 25, quoi. Et à l'inverse, il y a d'autres, c'est pas la seule fois qu'un tennisman a affronté une joueuse de tennis professionnelle. Puisque il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années à peu près, il y a un type qui était classé 200e mondial, qui avait affronté les deux sœurs Williams dans la même après-midi et qui a battu les deux à plat de couture. Moi j'ai joué au tennis, si vous voulez. Moi, j'ai joué au tennis contre une fille qui était numéro 10 mondial à l'époque sur terre battue, une Suisse. Bon, elle était dans mon club, je lui mettais 6-3, 6-3. Quoi. J'étais un bon joueur, mais sans plus, quoi. Oui, évidemment. Bah, s'il n'y avait pas de différence, déjà, en fait, il y aurait tout simplement pas de catégorie hommes et femmes. Alors, par exemple, il n'y a pas de catégorie hommes et femmes pour les cavaliers. Ouais. Tout à fait. Mais voilà, mais ça, c'est parce que on est sur des trucs où, effectivement, on peut être placé à égalité. Mais enfin, voilà, c'est évidemment, ce qu'on voit par exemple, là je parlais de ça parce que c'est au cinéma, il y a qu'un seul des scénarios qui a été mis en scène, mais avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, c'est exactement la même chose. En fait, si vous lui demandez des choses, du coup, pas forcément très politiquement correctes là-dessus, en fait, c'est une intelligence artificielle qui ne va pas vous rendre service non, elle va voter en touche. Et qui n'a absolument aucune valeur ajoutée par rapport à une simple recherche Google, par exemple. Donc là, vraiment... si ce n'est qu'elle vous écrit votre essai. Voilà, c'est ça. Mais justement... Et qu'elle vous l'écrira comme le professeur veut qu'il soit écrit. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que là j'ai donné quelques exemples, mais ça peut être exactement la même chose. Si vous lui demandez de faire un essai en économie, par rapport à l'écologie, par rapport à plein de trucs. Oh là, je sais ce que je vais avoir. Là. Par rapport à la diplomatie, par rapport à l'histoire. Forcément, si c'est une intelligence artificielle qui a une vision totalement biaisée de toutes ces disciplines-là, en fait, elle ne va rien vous apporter en termes de vérité, quoi. Vous ne saurez pas vraiment si vous pouvez vous fier à cette machine-là. Comme on dit dans le langage populaire, dans les proverbes, toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des résultats... Enfin, moi, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a quelques années, il y avait une expérience comme ça qui avait été faite, je crois que c'est par Google, de lâcher une intelligence artificielle sans aucune contrainte. Ouais. Et qu'ils étaient arrivés à des trucs qui étaient un petit peu gênants pour tout le monde, quoi. Ouais, tout à fait, oui, bien sûr. Et donc, c'est ça qui me fait peur, c'est, on va lâcher ce truc-là dans la nature, et ensuite, tout le monde va essayer de dire ferme ta gueule, quoi. Ouais, mais évidemment, surtout si tu dis pas ça. C'est ce qui s'est passé avec toutes les intelligences artificielles qui sont sorties, hein, parce que sinon, plein de fois, j'ai vu passer des trucs voilà, il y a des types de Harvard qui ont laissé ou de Oxford ou je sais pas où, de Cambridge, qui ont fait une intelligence artificielle comme ça qui vous répond à des trucs et tout, et qu'à la fin, elle était ultra raciste, ultra sexiste, etc. Donc effectivement, vous avez raison. Maintenant, encore une fois, les réponses de l'intelligence artificielle, on n'est pas obligé de les prendre encore une fois au pied de la lettre, et c'est à nous de mettre de l'humain ensuite là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'en sert comme un outil pour de la recherche, pour je sais pas quoi, mais ça ne veut pas dire derrière qu'on doit mettre cette intelligence artificielle à la tête du pays. Voilà. Non, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'arrivera pas automatiquement à des résultats intelligents. Bien sûr, tout à fait. C'est bizarre. Ouais. Je suis pas très à l'aise sur ce coup-là. Non, mais ça va être intéressant à regarder en tout cas. Ah oui. Peut-être qu'à la fin, lui aussi va être obligé de brider son intelligence artificielle parce que ça va sortir des trucs beaucoup trop touchy. Donc je sais pas, mais je trouve ça intéressant en tout cas la démarche de dire moi je veux sortir quand même une intelligence artificielle. Peut-être que je n'y arriverai pas, mais je veux qu'elle soit en tout cas non biaisée. Qu'elle soit non biaisée. Parce que l'expérience va être intéressante. Et que le but soit, encore une fois, la recherche de la vérité. Donc peut-être qu'on peut échouer dans cette recherche de la vérité, peut-être que la méthode n'est pas bonne, mais en tout cas c'est le but. Alors que ChatGPT, on peut pas dire que le but soit la recherche absolue de la vérité. Là, ce n'est pas vrai.
Et d'ailleurs, c'est une intelligence artificielle qui a beaucoup perdu en utilité. En fait, ça peut paraître bizarre, mais elle a perdu en utilité depuis qu'elle est sortie. C'est-à-dire que en fait, les gens s'en servent plus déjà. Les gens s'en servent beaucoup moins. Il y a d'autres intelligences artificielles qui sont sorties, qui sont concurrentes. Et puis, c'est comme si son utilité en fait avait été diminuée depuis sa sortie, parce que justement, on l'a jugée peut-être trop dangereuse à cet égard. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, et puis je voulais faire absolument ce petit point. Ce parallèle inversé avec le titre de votre bouquin, quand même. Alors, on va reparler du coup de cette affaire de Crépol. Donc nous en avions parlé la semaine dernière par rapport aux faits, par rapport à la barbarie qui s'est passée. Et par rapport à son traitement médiatique aussi, le fait qu'on parlait de bagarres, de rixes, etc., et non pas d'expéditions punitives. Alors là, il s'est passé autre chose, et pour le coup, les journalistes ont été beaucoup plus prompts à parler justement d'expéditions punitives. Il y a 80 gars, au profil au demeurant parfois un peu douteux, hein, on peut le dire, qui ont voulu défiler en fait dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, là où résident la plupart des gars qui accompagnaient l'assassin de Thomas. Du coup, les gars étaient quand même en cagoule. Il y en avait beaucoup qui avaient le profil, là c'est quand même pas, c'est pas excessif de le dire, d'extrême droite. Voilà, prêt à en découdre en tout cas dans les termes qu'ils utilisaient. Et en fait, je suis un peu gêné par rapport à cette affaire, parce que moi je comprends leur colère, mais je suis en désaccord quand même assez complet avec la méthode utilisée. Je sais bien, mais prenez par exemple, il n'y a jamais eu d'affaire comme ça en Corse. Ah bah bien sûr que si. Enfin, non, en principe, les Corses... Pas avec l'affaire de Thomas, ça s'est pas passé. Mais je veux dire, voilà, les Corses font le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Tout à fait. Et si jamais ça arrive, derrière, il y a une réponse immédiate. Voilà, donc ça, c'est vrai, donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est à partir du moment où vous avez une faillite complète de l'état de droit, de la police, et la seule solution, c'est l'armement des populations. Ouais. Ou accepter de devenir des citoyens de seconde zone. Et si vous avez toujours vécu dans la région de Romans depuis très longtemps, la famille ou j'en sais rien, vous ne voyez pas pourquoi d'un seul coup vous ne pourriez pas vivre dans le pays dont vous êtes. Donc ce que dit un type comme Bocoté, j'ai beaucoup aimé son livre, là, parce qu'il en parle avant que ce soit passé, mais il avait déjà analysé la chose, parce que ce n'est pas la première fois. Il dit, dans le fond, les gens qui ont organisé cette immigration, ce sont des gens qui vivent dans un rêve qu'ils ont créé eux-mêmes, ce qui est la définition même du totalitarisme. C'est-à-dire que dans un rêve, comme le communisme ou n'importe quoi, vous ne devez pas laisser rentrer la réalité, parce que la réalité vous fout en l'air votre rêve, vous pète votre jouet là. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est que quelque chose comme ce qui s'est passé là, ça pète la réalité de tous les immigrationnistes en quelque sorte. Ouais. Et ils sont ivres de rage, et ils veulent vous empêcher d'en parler, parce que si vous en parlez, ils sont obligés eux-mêmes de considérer la réalité, et c'est ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc le propre de ces gens-là qui vivent dans ce monde de bisounours, d'immigrationnistes, de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est qu'ils sont incapables de regarder la réalité. Et s'ils sont incapables de regarder la réalité, ils sont incapables de la traiter. Donc le responsable de ces 80 bons hommes qui ont circulé là, dans le quartier de la Monnaie, si j'ose dire, c'est Mélenchon. Parce que c'est lui qui refuse qu'on traite le vrai problème, qui est la criminalité. Tout à fait. Du coin. Donc, il ne faut pas renverser la responsabilité. La responsabilité numéro 1, c'est l'incapacité des forces de l'ordre commandées par des gens incompétents. Et j'ai lu un très bon article récemment qui m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je réfléchisse. Je vais y réfléchir encore, mais qui disait quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est, dans le fond,
Nous n'avons pas de problème d'immigration en France. Nous avons un problème de justice et de police. Parce que, il y a un problème de maintien de l'ordre, il y a un problème de préservation des biens et de la santé et de l'intégrité physique d'un certain nombre de gens. Et les gens qui sont au pouvoir refusent de traiter ce problème. Mmh. Mais donc la responsabilité du problème, c'est pas à la limite presque ni avec les assaillants, ni avec les assaillis. C'est ces gens-là qui veulent pas voir la vérité. Donc c'est eux qu'il faut traiter, c'est eux qui sont malades. Alors ça c'est vrai, c'est-à-dire que les journalistes et beaucoup de politiciens, les journalistes en font partie, surtout de gauche, d'extrême gauche, ont sauté sur cette affaire en disant vous voyez, surtout, en fait, faut pas faire de... le véritable danger, en fait, c'est l'extrême droite qui est un danger pour tout le monde. Bon, le fait est que tout le monde a parlé de ratonnade pour cette affaire-là, et il n'y a pas eu de ratonnés en l'occurrence. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés du côté des potentielles victimes du quartier de la Monnaie. Et en l'occurrence, au quotidien, on peut quand même établir de manière assez certaine que les habitants des cités sont bien plus en danger quotidien à cause du trafic de drogue, à cause des racailles, etc. À cause des gens qui vivent droite. dans la cité, ouais. Que le gars qui vit dans la campagne. Mais bien si sûr. Le gars qui vit dans la campagne, il y a d'un seul coup une descente d'une quarantaine de gars qui viennent des cités, il est en danger comme le gars qui est dans la cité. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Et non, le vrai problème dans tout ça, que je trouve tout à fait étonnant, c'est quand même... D'abord, personne à ce jour n'a réussi à me donner une définition correcte de ce que c'était l'extrême droite. Alors ça, c'est vrai. L'extrême droite, c'est on me dit, je sais pas, si j'étais le frère du jeune Thomas ou je sais pas quoi, aller prendre une batte de baseball pour aller taper sur la tête de je sais pas qui, son cousin ou son meilleur ami ou tout ça, si vous voulez, c'est que quand vous êtes dans une petite ville ou dans un village ou dans une... il y a toujours eu des bagarres de quartier à quartier, mais enfin, en principe, c'était plutôt des claques que des couteaux, quoi. Il n'y avait pas de mort. À partir du moment où on a introduit la possibilité de tuer, la chose change de nature complètement. C'est plus simplement le quartier de la Monnaie qui se met sur la gueule avec le quartier de... je sais pas, des pendules ou n'importe quoi, mais il y a un pas qui a été franchi qui est des gens sont arrivés d'une ville qui était pas loin dans une petite ville pour tuer. Oui. Pour tuer. Et donc, comment vous faites la différence entre les tueurs et les pas tueurs ? Les tueurs semblaient être d'origine extérieure. Alors on nous a menti en disant qu'ils étaient tous français, mais en fait on voit bien qu'ils étaient français par la carte d'identité, mais qu'ils n'étaient pas français par la volonté. Donc ça devient un problème littéralement de population autochtone contre population immigrée, avec la population immigrée qui veut tuer. Pour l'instant, j'ai rien dit de nouveau. Hein. C'est un problème extraordinairement grave. Bah oui, extrêmement, oui. Et donc, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est de ne pas le traiter. Ouais. Et dire, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne me sens pas en état de juger avec qui je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et ce qui est fantastique, c'est que ceux qui refusent de le traiter accusent les autres de vouloir la guerre civile. De vouloir la guerre civile, alors que c'est eux qui ont créé les conditions de la guerre civile. Tout à fait. Donc, c'est un petit peu... ça me rappelle les vieilles histoires de... Vous savez, qui traînent dans tous les pays du monde où tout le monde se met à taper sur un bouc émissaire qui est là parce que tout le monde est énervé. Et ce qu'on voit, c'est que ces gens qui refusent d'analyser le problème, qui refusent d'en voir les tenants et les aboutissants, pour régler leurs propres problèmes intellectuels, ils sont obligés de créer un bouc émissaire qu'ils appellent l'extrême droite, qui n'existe pas.
qui existe marginalement, quoi. Bah, non, je sais pas ce que c'est que l'extrême droite. Définissez-moi ce que c'est que l'extrême droite. Oui. Je sais pas, moi, tout le monde me traite d'extrême droite. J'ai jamais dit un truc d'extrême droite. J'ai jamais dit un truc d'extrême droite de ma vie. Je sais pas ce que c'est. Non, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont mis extrême droite, ça leur permet de condamner la partie qui se défend. Parce que dans l'occurrence, là, c'est ceux qui se défendent qu'on est en train d'attaquer. Ils se défendent contre les agressions qui ont eu lieu. Eux, ils n'avaient pas agressé les autres. Donc, en principe, je ne dis pas qu'il y a légitime défense, mais la partie qui a été agressée, c'est la partie qui est allée essayer de casser la gueule au gars. Ce qu'aurait fait... Donc, vous essayez de créer un faux bouc émissaire, vous refusez de nommer les choses, vous refusez de les analyser, et ensuite, vous venez de donner des leçons aux gens. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Et je crois que les Français commencent à avoir mais alors, ras-le-bol de tous ces types. Surtout, comment dire, encore une fois, c'est très compliqué de dire qui a raison, qui a tort, parce qu'en l'occurrence, pour les 80 gars qui ont voulu aller dans le quartier de la Monnaie, etc., bon, évidemment, les 80, je les connais pas, il y en a sûrement qui étaient juste des bons gars du coin. Mais admettons même qu'ils y soient allés pour casser la gueule des gens. Ouais. Eh bien, moi, je vais pas les condamner. Vous avez tout à fait le droit, si quelqu'un vient vous emmerder chez vous, de sortir, de voir que c'était dans la brune qui est venu m'emmerder chez moi, et de lui casser la gueule. Ouais. Je vois pas où est le problème. Bah, c'est-à-dire que... Je vais pas le droit de légitime défense, j'ai le droit de vivre dans mon quartier sans que les gens du quartier d'à côté viennent m'emmerder. S'ils viennent m'emmerder, je leur casse la gueule. Ouais. Je vois pas où est le problème intellectuellement. Bah, c'est-à-dire que le problème... Puisque la police va pas venir. Alors, c'est tout... En fait, c'est la clé de compréhension du truc. C'est-à-dire que si l'État et la police et la justice, en fait, font le boulot, il n'y a pas de raison de le faire. Le problème, c'est que justement, pourquoi ils le font, c'est parce qu'on est à peu près certain que les gars qui vont être jugés auront une peine faible, très faible, trop faible. D'ailleurs, il y a un type, un habitant du village de Crépol qui a été interrogé comme ça par la télé. Lorsque Olivier Véran s'est rendu au village, il lui a hurlé vous n'avez pas honte. Et ensuite, il a été interrogé par les chaînes de télévision. Il a été d'ailleurs très éloquent sur le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il constatait que on était trop gentil avec ces gars-là qui étaient mal éduqués, qui étaient violents, qui avaient parfois des traits psychopathiques, manque d'empathie totale, etc. En fait, parce que sinon, si vous n'avez pas ça, vous ne commencez pas à donner des coups de couteau à des gars dans une soirée, même si la soirée se passe pas très bien d'ailleurs. Et il dit, on en a marre parce que nous, en fait, on a bien éduqué nos garçons, on les a pas éduqués dans la haine, on les a pas éduqués dans la violence, etc. Et en fait, on en a marre parce qu'on sait très bien à l'avance que ces gars-là, qui étaient là à cette soirée, ils vont prendre 8 ans devant la justice et ils vont sortir au bout de 4. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans plusieurs faits qu'on appelle faits divers de temps en temps. C'est pas des faits divers. Encore une fois, oui. C'est une répétition de la même chose tout le temps. Donc un fait divers, c'est quelque chose qui arrive par hasard. Je suis d'accord. Là, ça fait 45 fois de suite qu'on voit le même fait divers et qu'on explique qu'il faut pas en tirer de leçon, que c'est qu'un fait divers. Il faut tirer des leçons. Oui, il faut arrêter de dire que ces gens sont innocents, que c'est pas de leur faute. Ouais. C'est de leur faute, il faut leur casser la gueule. C'est tout. Quoi. Et à chaque fois que ça arrive, on nous dit d'abord il y a un temps de l'émotion et ensuite il y a le temps de faire qui est un temps qui permet de ne rien faire. Il y a pas d'émotion si vous voulez. Tout ça me laisse un profond sentiment de malaise parce que ça veut dire que changeons un petit peu Bon, vous avez une population arabe, appelons-la par son nom, qui va et qui envahit un quartier qui est juste à côté. Ça se passe à Damas en 1848 et c'est des juifs. Et ils tuent tous les juifs. Quelle différence ? En soi, à part peut-être sur le nombre de victimes, il n'y a pas vraiment de différence. Bon. Et vous avez maintenant, au moment de la navigation d'Algérie, 4 ou 5 000 personnes à Oran qui attendent les bateaux pour se barrer, etc., et qui sont tous massacrés. Par des gens qui étaient des Arabes, qui étaient là,
Donc, quelle différence? Encore une fois, c'est pareil. Et bon, et alors qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Bah, on en tire comme conclusion que ce sont parfois des populations, en tout cas pour ceux qui ont commis ce qui s'est passé la semaine dernière à Crépol, ce sont des gens avec lesquels probablement on ne peut pas vivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois libre et à la fois ensemble. C'est-à-dire que soit on doit avoir une coercition énorme pour essayer de maintenir l'ordre, soit c'est compliqué. Donc, si je suis votre raisonnement, le vivre ensemble, c'est difficile. Ah, c'est très difficile, oui. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Il y en a qui pensent que c'est possible en donnant de l'argent. Il y en a qui pensent que c'est possible en attendant 400 ans. Il y en a qui pensent que c'est possible avec une police extrêmement rude, des Robocop et des caméras partout. Le problème, c'est qu'on aime bien, nous, dans les pays occidentaux, vivre avec quand même une certaine liberté, une liberté d'aller et venir, de pouvoir circuler sans avoir forcément de problème. Alors, essayons d'aller plus loin toujours. C'est pas que je sois en train de chercher une solution, je dis, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de solution? À ce problème qu'on a évoqué. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas moyen de maintenir côte à côte? À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut une séparation. Et s'il n'y a pas de solution politique, c'est précisément dans ce cadre-là qu'il y aura à ce moment-là une guerre civile et un affrontement ouvert, quoi. Et ensuite, chacun choisira son camp, mais c'est la vraie problématique, c'est que tous les partis politiques qui veulent faire venir davantage et davantage d'immigration chaque année en nous parlant de vivre ensemble n'ont absolument pas les clés en main, les clés politiques en main pour permettre l'existence de ce vivre ensemble aujourd'hui. On le sait. Je veux bien, mais par exemple, un homme comme Ellul, ouais, qui était un homme de gauche aussi, un grand savant, un grand protestant, un grand chrétien, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer, il pensait très fondamentalement que, par exemple, il l'a écrit d'ailleurs à la fin de sa vie, que la religion musulmane était incompatible avec la démocratie. Qu'est-ce qu'on fait si c'est vrai? On abandonne la démocratie ou on n'abandonne pas la démocratie? C'est la question. Aujourd'hui, en fait, ce qu'essayent de nous faire comprendre ceux qui sont au pouvoir, c'est qu'on peut faire rentrer des carrés dans des ronds et inversement, qu'on peut avoir les deux à la fois, sauf qu'il y en a un qui prend plus de place que l'autre, et la question n'est même pas en plus de savoir si... Je vous arrête une seconde, là, c'est que ceux qui disent que c'est incompatible avec la démocratie, oui, d'après Ellul, c'était le recteur de la mosquée d'Al-Aqsa. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'était le musulman lui-même, le chef des musulmans, pas le pape parce qu'ils n'en ont pas, mais qui disait que la religion musulmane était incompatible avec la démocratie. Donc, à partir du moment où eux, ils disent ça dans le truc le plus important, qu'est-ce qui nous autorise à dire, comme un type comme Juppé, qui est le roi des crétins, qui n'a pas lu le Coran, qui comprend rien, qui n'a jamais rien compris à rien d'ailleurs, qu'est-ce qui lui permet de dire que c'est compatible? Sur quoi se fonde-t-il? Je pense qu'il ne se fonde que sur des présupposés moraux. Et d'ailleurs, lui-même l'a formulé d'une manière que j'ai trouvée très intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme, si vous voulez, quand on vous dit, voilà, vous ne pouvez pas faire le lien entre immigration et insécurité, etc. Même si, avant, vous venez de le démontrer avec tous les chiffres nécessaires et tout. C'est-à-dire que le problème n'est pas... Mais vous ne pouvez pas faire le lien, parce que si vous prenez, par exemple, les quartiers dans lesquels il y a une immigration, oui, philippine, chinoise... Oui. Il n'y a jamais de criminalité. Oui, alors ça c'est vrai. Donc il n'y a pas de lien entre l'immigration, il y a un lien entre une forme d'immigration, une certaine immigration. Donc commençons par appeler les mots par leurs mots. C'est vrai. Il n'y a aucune criminalité à la porte d'Italie en France. Oui, au centre des Chinois. Donc encore une fois, vous voyez, on n'utilise pas les mots qu'il faut. Il n'y a pas de lien. En effet, il n'y a pas de lien entre l'immigration et la criminalité. Oui, il y a un lien entre une certaine immigration et l'insécurité. Non, ça c'est vrai. Mais on vous dit, en fait, par principe, on
on ne peut pas le faire le lien, même si vous venez de le démontrer. Et Juppé, c'est exactement pareil. Il y a à peu près un mois, Juppé est passé à la radio. C'est ce que j'appelle vivre dans le rêve. Voilà, mais c'est tout à fait ça. C'est ça qui vous amène au totalitarisme. Et il disait, forcément l'islam est compatible avec la République, parce que sinon, cela veut dire qu'il y a, je sais pas, 10 millions de musulmans qui n'ont rien à faire en France. C'est quand même hallucinant. C'est vraiment ce qu'on appelle en termes logiques le non sequitur, vous savez. Ouais. C'était Chirac qui était le spécialiste du truc. Vous dites une chose et ça en dit donc, et vous dites le contraire. Et vous n'avez rien prouvé du tout. Mais vous avez donné l'impression que vous avez suivi un raisonnement logique. Oui. Donc, si on a 10 millions de Français, de gens qui vivent en France, qui sont musulmans, et que la religion musulmane n'est pas compatible avec la démocratie, qui est une hypothèse qu'on a le droit de faire, ça veut dire qu'on a un méga problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a 10 millions de Français en trop, ça veut dire qu'on a un méga problème. Oui, tout à fait. Qu'il va falloir le traiter. Et que c'est pas en faisant un donc qui ne relie ni la première ni la deuxième phrase qu'on va résoudre le problème. Tout à fait. Ce qui prouve que Juppé est un parfait crétin, mais enfin, voilà. Ça, c'est... Voilà. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous dites, forcément, j'ai raison. Quand je pense qu'il a fait normal supplétre, ouais, bah c'est il sait même pas faire un donc. Oui, le lien logique est un peu compliqué. Mais ou alors il nous prend pour des cons. C'est un argument qu'on retrouve souvent en politique, c'est-à-dire vous dites un truc qui est votre avis en fait, et vous dites si j'ai tort, c'est forcément que voilà, et il se passe un truc horrible. Si jamais j'ai tort, c'est un génocide où il y a des déportations les massives, Allemands en 1930, Hitler est très très méchant. Il va faire une armée très très forte. Mais donc il ne va pas nous envahir. Le donc me paraît pas parfaitement bien placé à cet endroit-là, quoi. Oui. Ce qu'il fallait faire à l'époque, c'est se préparer à l'envahissement. Tout à fait. C'était pas dire l'armée française tiendra le coup ou faire une ligne Maginot qui était idiote. Donc cette façon de raisonner, si vous voulez, de dire d'un côté, il y a un fait qui me gêne, de l'autre côté, il y a un autre fait qui me gêne, et je dis, donc les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Ouais, et donc il ne faut rien faire. Mais c'est le comble de la bêtise. Tout à fait. Et c'est-à-dire que justement, pour revenir au sujet dont je voulais parler, précisément, en fait, si l'État faisait ce pourquoi on l'a missionné, c'est-à-dire maintenir l'ordre, donc avoir des missions de police qui sont efficaces, des missions de justice qui sont efficaces, bah en fait il n'y aurait pas besoin d'y avoir 80 gars qui défilent en fait dans le quartier de la Monnaie pour demander justice pour Thomas en fait, parce que on saurait que cette justice adviendrait. Le problème c'est précisément qu'on fait tout dans ce pays pour ne pas que cette justice arrive, et ensuite on s'étonne que d'autres gens s'énervent par rapport à cela. L'étape suivante, si vous voulez, je peux vous le dire, moi j'en suis certain, c'est que les gens vont s'armer. Ouais, c'est certain. Les gens vont s'armer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine qu'il va y avoir, je crois qu'on se procure facilement des armes à Bruxelles, on en trouve partout, paraît-il, dans les quartiers où ce genre de choses se passent, donc il va y avoir un trafic d'armes qui va commencer. J'imagine que le paysan français va s'armer comme autant des grandes compagnies, quoi. Ouais, mais déjà on observe de plus en plus de permis de port d'armes, de permis de chasse, etc. qui circulent dans la population, donc c'est absolument pas étonnant. D'ailleurs on se souvient, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus, c'était l'État qui avait dit aux gens ouais, bon, la carabine du papy, allez, vous la rendez. Vous la rendez. Et donc, à ce moment-là, il y a plein de gens en plus qui vraiment ont rendu les armes qu'il y avait chez eux, qui les ont filées à la gendarmerie. Et derrière, il faut savoir que énormément de ces armes sont en fait toujours en circulation parce qu'ils les ont pas détruites. Certaines de ces armes ont été mises en vente derrière. C'est-à-dire qu'en fait, la gendarmerie vous a demandé de leur donner gratuitement le fusil de papy. Vous l'avez fait en vous disant que vous étiez un citoyen modèle, et ensuite la gendarmerie a mis en vente le fusil de papy qui du coup a terminé dans les mains de je ne sais qui. Pour tirer dans les coins, oui. Bref, non mais c'est un vrai problème parce que il y a un refus d'analyser ces problèmes de façon logique. Point 1 numéro 2, point numéro 3, point numéro 4, etc. Et à chaque fois de voir quelqu'un.
C'est ce qu'on appelle, en termes de sciences de gestion, si j'ose dire, si une telle chose existe, un arbre de décision. Vous savez, vous dites, premier point, je sais pas, l'islam est compatible avec la démocratie. Deuxième arbre de décision, non. S'il n'est pas compatible avec la démocratie, j'en ai 10 millions chez moi. Deuxième axe qui s'ouvre, vous essayez de décliner comme ça un arbre de décision, ça s'appelle. Mais eux, ils partent du principe dès le départ que cet arbre de décision n'a pas lieu d'exister. Qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Ou qu'il y a un problème et qu'on va le gérer avec des solutions ultra minimes. Et donc, vous vous dites, mais... c'est comme quand... s'ils étaient à la tête d'une entreprise, elle ferait faillite en 5 minutes. Quoi. Oui, bah évidemment. C'est comme quand Darmanin se félicite qu'il y a, je sais pas, 10 OQTF qui ont été exécutés, alors qu'il y en a des dizaines de millions. Non, mais c'est comme des journalistes, on disait, écoutez, c'est pas un problème. Tous les gars qui ont fait cette descente sur cette fête de village, là, étaient français. J'ai entendu les journalistes dire ça. Je me suis dit, mais ils me prennent vraiment pour un demeuré, pour une tanche. Évidemment qu'ils vous prennent pour un demeuré. Je veux dire, mais eux-mêmes, ils n'ont pas honte. Non, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Mais c'est comme, en fait, c'est une manipulation évidente de l'information et des termes. C'est-à-dire que, évidemment, ça veut dire que même si vous n'avez absolument rien de français, admettons que, voilà, un agent de l'État comme un maire décide que maintenant vous l'êtes, eh bien c'est bon, vous l'êtes. Alors que on a envie de se dire, évidemment que tout le monde sait ce que c'est un Français, et un Français... c'est quelqu'un qui veut être français. Un Français, un vrai Français, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de vous présenter sa carte d'identité pour que vous sachiez qu'il est français. Moi, je suis pas tellement d'accord, mais je dis simplement, c'est un Français, c'est quelqu'un qui veut être français. S'il se sent français, s'il aime ce pays, mon contre-fou, il est français. Mais là, à l'évidence, c'est que ces 20 gamins qui ont tué, je sais pas quoi, il n'y en avait pas un qui aimait ce pays. Il n'y en avait pas un qui avait demandé à être français. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il y en avait demandé, il n'y en avait pas un qui en était fier, il n'y en avait pas un. Donc, on a dit déjà, c'est comme si vous disiez, vous êtes français, mais le type, je veux pas, ben si vous l'êtes quand même, ben non. Être français, ça se mérite. Enfin, je sais pas, c'est un drôle de truc, ça, c'est aussi un des résultats curieux de la loi du sol. C'est que sont français des gars qui, dans le fond, n'ont pas demandé, n'ont pas envie de l'être. Oui, et qui n'ont pas grand-chose de français, effectivement. Et que ce soit... Oui, bien sûr, c'est une évidence. Mais effectivement, c'est ce que utilisent tout un tas de gens pour vous faire comprendre que voilà, le nombre d'étrangers en France est tout à fait stable, etc. Mais parce qu'on prend que le statut administratif et pas l'identité réelle de ces gars-là qui, à l'évidence, n'en ont absolument rien à faire de la France. Il y avait d'ailleurs... un ami des gars qui étaient sur place, comme maintenant on a les réseaux sociaux, on peut regarder les profils des gens, hein, et souvent ils postent pas mal de trucs, et il disait justement dans un live, je crois que c'était sur TikTok ou sur Instagram, que voilà, et en fait il aimait la France, mais pour la carte vitale, pour l'AME, pour ce genre de choses, mais qu'il aimait pas la France et qu'il aimait pas les Français. Et ce gars-là, pourtant, techniquement, est considéré par l'administration française et par tous les journalistes de France comme français. C'est joué sur les mots. C'est joué sur les mots. Donc évidemment, lorsqu'il dit qu'il n'aime pas les Français, il ne s'inclut pas dedans, évidemment, ça va de soi. Donc évidemment, là, on est face à un problème qui est extrêmement dur et qui est de plus en plus dur au fil du temps parce qu'il s'épaissit et que les gens qui sont au pouvoir ne veulent absolument pas le traiter, parce qu'en fait, si vous voulez le traiter, on vous accusera d'être favorable à la guerre civile. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron à Jordan Bardella il y a quelques mois. Il l'avait reçu pour je sais plus quoi, et Bardella lui avait dit un truc et Macron lui a répondu mais en fait si on fait ça, voilà, on ira à la guerre civile. Mais ce n'est pas censé être un argument, parce qu'en fait si on ne fait rien, à la fin on ira quand même à la guerre civile. Et là, on est en train de tout faire, en fait, pour qu'on aille à la guerre civile. Je veux dire, si on me demandait ce qu'il fallait faire, ce que l'État devait faire pour qu'on aille à la guerre civile... la politique qui suit depuis 25 ans, elle est certaine d'arriver à ce résultat. Absolument. Écoutez, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Je vais quand même avoir un sujet. Je voudrais discuter d'un sujet peut-être un peu plus léger, un peu plus intellectuel. Encore une fois en rapport avec l'élection de Javier Milei à la tête de l'Argentine.
Je voudrais, parce qu'on me pose parfois la question, alors moi j'ai ma réponse, mais je voudrais quand même connaître la vôtre. Quelle différence vous faites entre libéralisme et libertarianisme? Alors, c'est pas tellement difficile, si vous voulez. Le libéralisme, c'est presque une formule de Lacordaire que j'ai mis dans mon article de cette semaine. C'est entre le faible et le fort, entre le patron et le serviteur, entre le riche et le pauvre, ce qui libère, c'est la loi, et ce qui a servi, c'est la liberté. C'est-à-dire que le libéralisme, c'est la loi qui s'applique à tout le monde. Le libertaire, c'est lui qui dit qu'on n'a pas besoin de loi, qu'on n'a pas besoin d'État. Et donc, moi, je suis un féroce partisan de l'égalité de tous devant la loi, mais un monde dans lequel il n'y aurait pas de loi, je vais faire une astuce de très mauvais genre, ce serait un monde dans lequel le pas de loi deviendrait assez facilement la façon de marcher, oui, ce que je veux dire. un peu comprenons ceux qui voudront. Je veux dire, le pas de loi, c'était le pas des nazis. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le libertaire, si j'ose dire, il n'a pas d'enfant. Il vit dans un sous-sol qui appartient à ses parents. Il n'a pas vraiment d'enfants à aller promener au parc public. Donc, il ne voit pas pourquoi les parcs publics, ça existe. Il ne voit pas pourquoi les investissements en commun. Donc, le libertaire, c'est un égoïste un peu crétin. Mm-hmm. Le libéral, c'est un individualiste qui cherche le bien. Donc, le libertarianisme, c'est une maladie de l'esprit. Le libéralisme, c'est une montée vers le haut de l'esprit. Je veux être libre, mais pas au détriment des autres. Donc, être libéral, c'est être férocement individualiste et absolument pas égoïste. Mm-hmm. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ouais, moi parfois je réponds que alors Lénine disait que le gauchisme c'était l'enfant un peu attardé du communisme. Le gauchisme est toujours là, le communisme est mort. Hein, enfin. Oui, voilà. Non mais Lénine disait des conneries aussi, beaucoup. Oui, non mais bien sûr. Mais je voulais faire un parallèle parce que je trouve effectivement parfois que le libertarianisme, ça peut être aussi un peu l'enfant attardé du libéralisme. C'est un truc de puceau de 18 ans. Ouais. Alors il y a beaucoup de ça effectivement. Qui n'a pas de succès avec les filles, quoi. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est le type, il n'est pas bien tout seul, quoi. Ouais. Si vous voulez, comme un individu, je crois qu'on on réussit sa vie que si on réussit à l'inscrire dans un ensemble de gens qui vous entourent et que vous avez ce que dit Jordan Peterson, c'est que vous êtes heureux que si vous rendez service. Et donc, rendre service en tant que libéral, c'est facile. En tant que libertarien, c'est idiot. Ouais. Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que le libéral ne veut pas qu'on vous oblige à faire pour les autres, mais il veut le faire par sa simple volonté. Le libertarien, lui, ne veut pas que l'État lui fasse faire des trucs pour les autres parce qu'il ne veut rien faire pour les autres. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il considère que les autres n'existent pas. Ouais. Et évidemment, dans la philosophie libérale, il y a évidemment un contrepoids à cet individualisme qui peut devenir un peu fou, qui peut dégénérer en égoïsme absolu. C'est ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité. Voilà. Et je trouve que cette éthique de responsabilité existe beaucoup moins dans la logique libertarienne. Parce qu'en fait, la logique libertarienne, c'est un peu tout le monde fait absolument ce qu'il veut, il n'y a pas de loi commune et c'est chacun pour soi. Et ensuite. Que le meilleur gagne, c'est le darwinisme poussé à l'extrême. Quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans la logique libertarienne, à ce moment-là, comprendre qu'il existe quelque chose au-dessus de l'individu, que ce soit l'État, que ce soit la famille, que ce soit bien sûr, libertarien, la communauté. Si vous êtes père de famille ou mère de famille, vous allez vous décarcasser pour vos enfants, etc. Ce qui, d'un point de vue libertarien, est idiot. Tout à fait. Effectivement. Oui, puisque vous ne vivez vous n'avez pas besoin d'avoir des enfants. Ouais. Vous n'avez pas besoin d'avoir des enfants, ça ne sert à rien. Oui, et qu'il n'y a pas d'impératif du coup de... C'est-à-dire que perpétuation de l'espèce. Non, et puis l'espèce de truc qui existe dans le libéralisme, qui est quand même une pulsion très forte à la transmission.
C'est-à-dire que vous transmettez votre savoir, vous essayez de transmettre quelque chose à vos enfants. Bref, l'éducation, la transmission, tout ça. Le libertarien, il en a rien à foutre. Ouais, effectivement. C'est tout pour moi. Bah voilà, je voulais vous demander pour moi, cette question. C'est pas du tout la même chose. Et les curieux, les gens ne comprennent pas cette différence, que on peut être profondément individualiste et absolument pas égoïste. Ouais, oui, c'est vrai. C'est un truc, pour eux, c'est pareil. Ça n'a rien à voir. Oui, je suis assez d'accord, effectivement. En fait, être individualiste, c'est dire je fais ce que je veux avec mon argent, mais ça veut pas dire que. Je fais ce que je veux avec ma vie, c'est-à-dire que je cherche. Vie, oui. Mais ça ne veut pas dire que je suis égoïste. Oui, tout à fait, absolument. Ça veut juste dire que je ne veux pas que quelqu'un d'autre m'oblige à faire des trucs, pour les autres que j'ai pas forcément envie de faire. J'ai envie de moi-même diriger mon œuvre, on va dire, altruiste. Alors que dans un système socialiste, c'est l'État qui sait mieux que vous comment diriger vos efforts altruistes. Et comme ça, tout le monde est pauvre à la fin, et tout le monde n'a pas un rond, et tout le monde meurt de faim. Voilà, c'est ça exactement. Donc voilà, je voulais évoquer cette question de théorie, parce qu'on me la pose souvent. Et d'ailleurs, ma réponse est un peu la même que la vôtre. Voilà, ça me rassure quelque part. Enfin, je voudrais parler d'un dernier petit sujet. J'ai appris, ce matin, j'ai appris hier soir même, que le prix du ticket de métro à Paris, donc qui est aujourd'hui à 2,10 €, allait augmenter à 4 € pendant les Jeux Olympiques. Et alors, je voudrais vous poser une question que je vous pose souvent. Est-ce que c'est encore la faute du libéralisme ? Non, alors ça, c'est vraiment un truc... Ce que se dit Madame Hidalgo, qui n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, allez, on va dire ça comme ça, pas méchant, c'est qu'elle va avoir une clientèle captive pendant les Jeux. Ouais. Et que si vous avez une clientèle captive pendant les Jeux qui ne peut rien faire d'autre, vous pouvez la traire à mort. Vous allez doubler les prix sur cette clientèle captive pour essayer de boucher les trous qu'elle a fait partout. Et c'est une façon complètement stupide de raisonner, parce que ça veut dire que si leur séjour à Paris leur coûte la peau des fesses parce que le ticket de métro est à 4 et que le croissant passe de 1,5 € à 6 €, ou j'en sais rien, ils ne reviendront plus. Ouais. Donc, à la place de rendre Paris une ville accueillante, fraîche, agréable, où les gens viennent, ça leur coûte pas cher, ils se disent, viens, je vais revenir avec les enfants l'an prochain, elle double les prix. Cette femme est la socialiste parfaite, qui, quand elle peut extraire du pognon des gens sans aucun risque, le fait. Ouais. Elle ne cherche pas à rendre la vie des autres agréable, elle cherche à les saigner. Et sans aucune vision à long terme aussi. Bon, rien du tout, elle ne sait même pas ce que c'est le long terme. Ouais. Et d'ailleurs, je rappelle que vous savez, quand on veut accueillir les Jeux Olympiques, on a tout un tas d'arguments. On dit, voilà, on va mettre ça en place, ceci, on va Paris, ville du monde. Voilà, et donc dans les arguments pour convaincre justement le comité olympique de nous choisir comme ville d'accueil des JO 2024, il y avait le fait de rendre gratuit les transports en commun pendant cette période. Et loin de ça, on double quasiment le prix du ticket de métro. Moi, j'ai toujours été partisan, si vous voulez, on aurait dû coller les Jeux une fois pour toutes, tous les 4 ans, à Olympe. Alors ça, c'est incroyable, je suis tout à fait d'accord, je suis absolument d'accord. Et comme ça, les équipements resteraient là, ils n'emmerderaient pas tous les gens. Ouais, je trouve que effectivement à ce moment-là, toutes les délégations envoient un petit copec pour permettre à la Grèce de participer, enfin d'organiser le truc, parce qu'évidemment ça coûte de l'argent, et comme ça on fixe le truc tout le temps au même endroit, et comme ça ne bouge pas, on sait que ce sera là, et on sait que à ce moment-là c'est une ville olympique, mais tout le temps. Parce que ce qui se passe très souvent aussi, c'est qu'il y a des investissements publics qui sont faits pour construire des stades, des piscines, etc., qui sont juste après laissés complètement à l'abandon. Ça a été le cas dans énormément d'endroits. De Montréal, là, qu'ils avaient bâti à 60 km de Montréal, et puis personne. Ça a été le cas pour pas mal d'infrastructures aussi des JO de 2016 au Brésil, à Rio. Et ce sera le cas, j'imagine, aussi à Paris, même si c'est très peuplé tout autour et ça va être le cas à Tahiti pour les bâtiments que Madame Hidalgo est allée visiter dans le cadre des Jeux Olympiques. Ouais.
Ça, on peut être sûr, ça. Ouais, ils vont prendre l'os, là. Ouais, c'est absolument certain. Donc voilà, tout est un peu comme ça. Donc effectivement, moi aussi, je suis d'accord qu'on mette le truc à Olympie une bonne fois pour toutes, et voilà, tous les 4 ans. Et peut-être on peut faire la même chose au JO d'hiver, je sais pas où, on peut peut-être fixer un point aussi. En vrai, ça va être plus compliqué du coup, mais bon. On pourrait le mettre au sommet de l'Olympe, là. Peut-être, je sais pas Je pense pas qu'il y a assez de neige. Je suis pas spécialiste de la neige là-bas, mais enfin voilà, je vais quand même évoquer ça pour terminer cette émission un petit peu plus en douceur après ce sujet quand même très lourd de Cripple. Encore une fois, comme d'habitude, hein, merci beaucoup pour votre attention. Comme d'habitude, abonnez-vous, hein, on vient de passer les 280 000 abonnés, c'est pas mal, faut aller vers les 300 000 quand même. Peut mieux faire, comme d'hab. De toute façon, même si vous arrivez à 30 millions, on vous dira quand même qu'on peut mieux faire. Faudra arriver à 32. Voilà. Encore une fois, ces émissions sont disponibles en podcast sur Deezer et sur Spotify. Nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas d'acheter le livre de Charles Gave, parce que là, c'est bientôt Noël quand même. C'est bientôt Noël. Donc faut vous l'offrir. Il se vend plutôt bien. Hein. On en a déjà vendu 5000, et puis on est paraît-il numéro 1, je sais pas quoi, sur Amazon. Oui, catégorie économique. Vie économique, j'en sais rien, donc c'est très bien. Mais encore une fois, peut mieux faire pour vous, pour votre famille, pour Noël. Je trouve que c'est un cadeau quand même très sympa. Voilà. Et puis vous l'offrez, si vous avez un vieux grand-père un peu gauchiste et tout, vous lui offrez, ça lui fera les pieds. Voilà, comme ça. vous lui montrez, vous le rendez jaloux en lui disant que vous avez un autre grand-père d'internet qui s'appelle Charles Gave. Voilà, qui est surtout plus intelligent. Moi, j'ai fait une distribution de livres là, hier soir, et il y a un jeune qui est arrivé et qui m'a dit: mon grand-père, c'est un ancien socialo et tout. Il vous aime pas, mais il vous écoute. Alors je vais lui acheter le livre, et comme ça il sera de mauvaise humeur. Je lui dis, voilà, très bien. Ça me paraît une excellente idée. C'est une excellente idée. Voilà. Donc faites pareil avec vos vieux grands-pères. Grognons et un peu gauchistes. Je pense que ça fera tout à fait. Le gars qui a fait mai 68, il a rien compris. C'est ça. Donc encore une fois, merci beaucoup pour votre attention, et à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.